Bonjour et bienvenue dans le studio des experts. Alors pendant 57 minutes, on va passer l'actualité de la semaine écoulée en revue, mais sous un prisme particulier cette fois-ci. Vous verrez au menu des femmes qui ont leur place ou pas dans l'espace public, l'absence des femmes dans l'histoire et puis cette grande opposition entre intersectionnalité et universalisme. Pour en parler, des invités militantes que vous découvrirez dans un instant et deux experts. Pascal Vrébos, sémiologue, auteur et présentateur à RTL-TVI. Bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, une petite nouvelle, Gloria Moukolo, qui est journaliste, tête chercheuse en littérature à l'ULB, mais aussi slameuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, ça fait maintenant plus de 15 jours que les agressions sexuelles et le drink speaking dans les bars fréquentés par les jeunes étudiants font la une, notamment au cimetière d'Ixelles. Alors, elles manifestent, elles se rebellent et témoignent de ces agressions dans Balance ton bar. Et pendant ce temps-là, la justice se hâte lentement et les cafés incriminés tentent de se défendre. Reportage Adeline Boin, Marine Guillet et Béatrice Bourtou. Nous voici face à Céline. C'est elle notamment qui a pris la décision de briser le silence. Car depuis plus de 10 jours, il n'avait pas prononcé un mot. Ni le WAF, ni le L Café, les deux établissements visés par de nombreuses plaintes pour viol et agressions sexuelles. On a pu discuter avec des manifestantes et on s'est vraiment rendu compte qu'en fait c'était quelque chose qui était nécessaire par rapport à leur volonté d'avoir des explications. Puis nous on a envie d'être transparents aussi et avec ce qui se passe on se rend compte, c'est un peu notre cri du cœur. On veut vraiment être impliqués dans la lutte contre toutes ces agressions et ces violences, qu'on veut devenir vraiment un endroit safe pour tout le monde. Car en effet hier soir, pour la deuxième fois, des centaines de personnes ont foulé le pavé ixellois, place Fernand Coq notamment, pour soutenir les victimes. Et dans les manifestants, June et Laura. Pour elles et leur collectif, la communication passe mal. On est vraiment scandalisés, déçus, parce qu'ils ont fait un premier communiqué dans un premier temps qui en fait blâmait les victimes, qui niait carrément les faits. Et aujourd'hui, maintenant que la pression médiatique ne redescend pas, on constate que maintenant ils veulent bien faire un genre de mea culpa qui n'en est même pas un. Et sans aucune excuse aux victimes en fait, et c'est ça qui nous déboussole un petit peu. Les établissements disent aujourd'hui avoir pris contact avec différents collectifs et proposent des mesures concrètes. Des caméras qui vont filmer en direct et diffuser dans le bar et en même temps enregistrer ce que les serveurs font quand ils sont dos aux clients. On a également commandé des protèges verts qui vont rendre impossible le fait de pouvoir mettre de la drogue ou que sais-je dans des verres qui seront à disposition des clients. La direction affirme également que si, je cite, les faits qui sont reprochés aux barman sont avérés, on se portera partie civile. Alors cette problématique de ces violences sexuelles, ces agressions sexuelles, Pascal Vrébos, c'est pas nouveau, mais enfin il y a des témoignages pour montrer l'importance de la chose. Écoutez, moi je suis effondré en entendant ces témoignages, en entendant d'autres témoignages. Aujourd'hui 2021, les jeunes femmes n'osent pas rentrer seules, elles s'envoient des SMS. Elles ont peur le soir, un peu partout en Belgique, mais particulièrement à Bruxelles. L'égalité homme-femme, zéro à ce niveau-là. Une violence qui existe, on le sait, violence, depuis le début des temps. Moi, j'ai le sentiment, finalement, que rien n'a changé. Peut-être, je n'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste de la préhistoire, mais peut-être que dans la préhistoire, dans ce groupe de 40 et 50 personnes, il y avait moins de violence, parce que c'était une autre société. Aujourd'hui, on a l'impression que rien n'est fait pour que ça change. Et là, moi, je dis, il y a une chose, évidemment, c'est d'une banalité totale, l'éducation. L'éducation. Mais quand on voit ce que les 2 heures de citoyenneté prévues en 1998, aujourd'hui elles ne sont nulle part, où on aurait pu parler notamment de cela. Parce que c'est l'éducation. Il n'y a que ça qui puisse sauver, qui puisse un jour faire en sorte que des femmes puissent se promener tranquillement, alors qu'il y ait de temps en temps des coups de sifflet, ça c'est pas... Voilà. Mais la violence, elle est vraiment partout, et pas uniquement le viol, elle est aussi à l'intérieur, elle est dans les agressions, elle est aussi dans le fait que des femmes célibataires qui ont un enfant, le mec il paye rien, c'est une forme de violence. Qu'est-ce qu'on fait? Pas grand-chose. Je ne savais pas qu'on avait un féministe sur le plateau. Alors, Gloria Moukolo, de votre côté, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces problématiques de violence sexuelle? Alors moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un sentiment d'impunité générale.
Je trouve ça incroyable qu'on puisse attendre d'avoir autant d'agressions et autant de témoignages pour pouvoir agir. C'est pas un sujet neuf, c'est un sujet qui existe et qui est posé sur la table déjà depuis des années. Quand on regarde aussi les centres de prise en charge de violences sexuelles, il n'y en a que 3 pour tout le pays. Alors là, on a entendu qu'il va y en avoir 7 qui vont être créés. Donc c'est déjà bien, mais j'espère que toutes ces femmes, en tout cas, pourront être entendues. Et en tout cas, pour pouvoir vivre dans une société juste, il faudrait que les victimes puissent être entendues. Ça, c'est et clair. que les victimes osent parler et qu'elles osent porter plainte. Et qu'on les croit, surtout aussi. Et que parce ça vraiment- cesse. Enfin, C'est ça. Et on va voir ce qu'en pensent nos 2 invités qui vont entrer à présent. On va les accueillir. Et pour une fois, elles n'ont pas de responsabilité politique, mais elles ont en commun leur militantisme. L'une vient de France et repartira en France. L'autre vient, entre autres, du Québec en passant par l'Algérie et l'Ukraine et restera à Bruxelles. L'une est militante féministe, autrice et journaliste. L'autre est militante, laïque et écrivaine et politologue. Elles ne se connaissent pas, mais auront beaucoup de choses à se dire. Bienvenue à toutes les deux. Titiou Lecoq est journaliste, podcasteuse, blogueuse. Je donne le nom de votre blog Girls and Geeks et a publié il y a quelques semaines aux éditions de l'Iconoclaste Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. De passage à Bruxelles, merci d'être des nôtres. Et à ses côtés, Djemila Benhabib, qui en plus d'être porte-parole du collectif Laïcité Yala, est écrivaine et politologue. Bonjour. Bonjour. Alors, Titiou Lecoq, vous êtes notre invité, donc on va vous demander d'abord à vous, même si ça n'a pas de rapport direct avec votre livre, ces affaires d'agression sexuelle, de viol, de GHB, on n'en voit pas la fin. Non, parce que oui, on va pouvoir faire tous les milieux professionnels, tous les milieux éducatifs, enfin les familles, etc. Mais en fait, les violences sexuelles sont massives depuis très très longtemps. Mais je pense qu'on les a tues pendant vraiment longtemps, où on n'a pas voulu entendre les victimes. Maintenant, on commence à les entendre. Et donc, à chaque fois, on découvre, ça va être les écoles d'ingénieurs, ça va être le théâtre, enfin voilà. Ouais. Donc, mais vraiment, tout va y passer. Enfin, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de violence sexuelle en réalité. Djemila Benhabib, vous constatez ça aussi quand vous étiez au Canada, même histoire, en France, en Belgique, partout, ces agressions sexuelles, elles ont encore de beaux jours devant elles, ou bien il y a quand même des solutions? De beaux jours, j'ose croire que non, parce qu'il y a quand même une prise de conscience de la part de la société, de la part aussi des individus et de la part des États. Donc c'est dire que finalement l'éradication des violences, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire du bas, mais c'est aussi l'affaire du haut. Certes, moi j'ai vécu au Québec pendant très longtemps, mais je me suis baladée un peu partout dans le monde. Et les violences, même si elles sont répandues, les femmes ne marchent pas de la même façon ici ou ailleurs. Donc ce n'est que dans les grandes démocraties où là encore, les femmes osent occuper l'espace public et osent, disons, vaguer, se promener et ainsi de suite. Même Donc, si c'est difficile. Hein. Absolument, absolument. Donc, il ne faut pas non plus généraliser. Il faut, parce que chaque cas est en effet un cas particulier. Je veux dire, il ne s'agit pas de dire que les violences sont extrêmement répandues et qu'il n'y a plus rien à faire, mais qu'il faut se mettre tous ensemble pour veiller à avoir un horizon avec plus d'espoir pour les femmes et pour les Est-ce que hommes. l'espoir suffit? Non, ça suffit pas. Mais il faut, si on veut vraiment traiter le problème, il faut admettre qu'il est généralisé. Moi, je pense qu'il est généralisé, que c'est pas propre à telle école d'ingénieurs. Que non, si ça sort partout, c'est parce que voilà, on vit dans une société qui est basée sur la culture du viol. C'est une partie importante qu'on retrouve partout dans l'histoire de l'art, dans les histoires qu'on raconte, dans le rapport au corps des femmes. Enfin. Donc, il faut qu'on se rende compte de tout ça si on veut régler ce problème. Sinon, on n'y arrivera pas. Il faut aussi que les hommes se posent la question de la virilité et de quelle virilité et de comment on vit ensemble. Alors, dans le nouveau code pénal sur lequel on travaille en Belgique, concernant les agressions sexuelles, on ne dira plus
qui ne dit mot consent, mais qui ne dit mot ne consent pas. Et ça, c'est vraiment une très grosse différence, une révolution copernicienne dans les rapports. C'est une bonne piste, ça, d'après vous? Oui, moi je pense que c'est une bonne piste et c'est pas... moi j'ai grandi justement dans l'idée à l'ancienne école, quoi. Moi, si on n'avait pas dit non, c'est que c'était oui. Et le jour où j'ai découvert effectivement ces théories sur le consentement positif, le fait d'affirmer que c'est oui, et sinon on considère par défaut que c'est non, je sais mais c'est génial, mais ça c'est vraiment fabuleux, c'est par là qu'il faut passer évidemment. Jamila Benhabib? Oui, tout à fait. Je pense qu'on est dans un nouveau paradigme. Et donc, finalement, cette posture nouvelle qui va habiter l'homme et qui va habiter la femme, elle pourra finalement dégager des pistes et des espaces de rencontres dont on en sort finalement grandi et l'un et l'autre. Je veux dire, les mettre à chaque fois en opposition me dérange un peu, en effet. Est-ce que vous les mettez en opposition, Titiou Lecoq? Est-ce qu'il faut mettre en opposition les hommes et les femmes? Non, on peut reconnaître qu'il y a une domination masculine, ce qui me paraît assez évident, sans être de mettre en opposition les individus, hommes et femmes. Enfin, on vit ensemble, on est dans des sociétés mixtes, donc voilà. Enfin, les femmes ne vivent pas entre elles séparées des hommes, donc non, c'est pas une question d'opposition, mais il faut quand même reconnaître que oui, il y a une domination masculine, et c'est pour ça que la question de la virilité me paraît essentielle là-dedans, et que en vrai, les agressions sexuelles, le sexisme, c'est pas un problème de femmes, c'est un problème d'hommes, c'est à eux de s'en emparer. Alors, on parlait de l'espace public, la difficulté parfois quand même de se balader librement. On voit aussi que dans les artères, il n'y a pas beaucoup de noms de femmes. À Bruxelles, il n'y en avait pas assez. Maintenant, toutes les nouvelles artères, prioritairement, porteront des noms de femmes. Donc, il y a quand même, on voit qu'il y a une volonté, mais le rattrapage, ça va encore prendre du temps, Titiou Lecoq, avant de rattraper. Ça va prendre du temps et je me suis rendu compte que ça posait un deuxième problème. Alors évidemment, c'est super, il faut donner des noms de femmes aux rues, etc. Mais en fait, si on met un nom de femme et que personne ne sait qui elle est, eh ben, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Et je vois à Paris, ça a été fait. Il y a une place qu'on a appelée Émilienne Moreau-Évrard. Personne ne sait qui est Émilienne Moreau-Évrard. C'est qui Émilienne Moreau-Évrard? Et je raconte sa vie dans le livre. Elle est absolument incroyable. Non, c'est vraiment une femme incroyable à résister sur les 2 guerres mondiales, etc. Mais donc, pour que ça résonne dans l'esprit des gens, il faut qu'il y ait la culture générale derrière. Et ça, pour moi, ça passe par l'école. C'est ce que Pascal Vrébos disait, l'éducation, Jamila Benhabib, oui, vous êtes tout à d'accord fait. là-dessus? Je veux dire, ça passe par l'éducation et ça passe évidemment par la culture aussi. Donc, plus un être est traversé par un champ de connaissances, de savoir, de livres, de musique et ainsi de suite, il voit le monde en grand. Et les femmes ont toute leur place dans ce champ lexical, dans l'occupation de l'espace public. Je veux dire, il est nécessaire. Alors, il n'y a pas que l'espace public, parce qu'il y a l'espace privé aussi. Et Titiou Lecoq a écrit là-dessus. Vous avez parlé aussi de la vie quotidienne. Il y a un livre, c'est « Libérer le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale ». Ça veut dire que même chez vous, à la maison, la bagarre pour savoir qui range, qui nettoie, c'est une bagarre intense. La négociation, non, moi je suis pour faire des grandes négociations sur la répartition du travail ménager. Je pense que c'est comme pour tout, voilà, on peut en discuter. Non, mais c'est-à-dire que parfois c'est plus compliqué. On a l'impression que c'est plus compliqué dans un couple hétérosexuel. D'oser demander quelque chose de plus égalitaire qu'à l'extérieur. Mais non, enfin, on pourrait commencer par nos maisons et en plus, c'est là où on montre l'exemple aux enfants. Et moi, ça me dérangerait que mes enfants aient l'impression que c'est tout le temps leur mère qui range la chambre. Non, il faut montrer l'exemple et commencer par la maison. Qui range chez vous, Gloria Moukolo? Chez nous, il y a une égalité parfaite par rapport à ça. Parce qu'on des parents merveilleux, alors. Non, ils ont aussi leur erreur, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a été éduqués justement dans la répartition des tâches. Et effectivement, ça commence dès la maison, parce qu'à partir du moment où les enfants n'ont pas d'exemple, ne voient pas leur papa ranger ou faire le ménage, ou je ne sais pas, faire la lessive, ça va être très compliqué pour ces futures générations de quitter le foyer et de reproduire ça dans leur maison. Vous rangez, Pascal Vrébos, chez vous? J'ai en tout cas une femme qui ne laisse rien passer, qui négocie et tape du poing sur la table. Alors, le schéma de l'homme, c'est l'homme qui bricole, la cigarette au bec, etc., en cache-poussière. Là, moi, je suis nul. Par contre, elle est bricoleuse. Bricoleuse. Voilà, donc je range un tout petit peu. Je fais la vaisselle, je fais des tâches ménagères, mais enfin... Non.
C'est pas un examen. Je ne suis c'est pas, on n'est pas à 50%. Hein. Mais On n'est pas à 50%. Il ne répond pas à la question, hein, comme Amichu un peu. Non, quelle était la question? Est-ce que je range? Est-ce que vous rangez? Oui, je range. Je range mon bureau, en tout cas. Oui. Non, mais ce qui est intéressant dans cette répartition, et c'est là où il y a un Non, mais rapport j'ai avec dit, le on n'est premier pas à sujet. 50-50. J'étais clair. Hein. Mais Vous avez été honnête. on est, disons, allez, pour être honnête, 35-65. Bon, elle donnerait un autre chiffre, à mon Mais avis. donc, c'est intéressant, Non, c'est qu'en non, fait, ça, non. Tito Lecoq, si oui. les femmes sont en charge de la maison, c'est-à-dire elles sont en charge de l'espace domestique, et donc ça veut dire, si on prend du recul, qu'à l'inverse, l'espace public appartient aux hommes. Ce Et qui donc n'est- on a une division très genrée des espaces encore chez qui nous. n'est pas. Enfin, je comprends, je suis d'accord, mais je pense que notre génération, parce que nous, la même génération, on se connaît bien, on était féministes depuis longtemps, nous deux. Oui, mais ne Non, non. mettez pas dans l'histoire. Hein, Non, moi, non, mais on a toujours été. Enfin, je veux dire. Mais C'est pas la seulement, question. on a la culture sur les épaules, peut-être aussi l'éducation qui a joué. Moi, je me souviens que quand j'avais 10, 12, 15 ans, je faisais vraiment rien d'un point de vue ménager. Donc, il y a tout ça qui nous colle. Et là, il faut apprendre à changer. Voilà. Est-ce qu'il faut déconstruire Pascal Vrébos Mais il faut Tito toujours Lecoq se déconstruire, Oui. tout le temps, jusqu'à Oui, la oui, fin. non, mais oui, jusqu'au bout. Moi, je continue à déconstruire mon propre sexisme intégré. Donc, c'est sans fin. Alors, maintenant, on a parlé d'espace public, on a parlé de l'espace privé, mais parlons de l'histoire, hein, puisque c'est un peu l'objet de votre livre. Longtemps, les femmes ont été assimilées alors à des sorcières même, et il y a justement une exposition qui vient de s'ouvrir à Bruxelles à ce sujet, à l'espace Van der Borch, une organisation d'ULB Culture. C'est une balade proposée par Élodie Fourneau. La sorcière, cette figure aux diverses représentations, a été inventée un peu avant le Moyen-Âge pour évincer les femmes rebelles. Ces mythes traversent le temps, font de nombreuses victimes, pour aujourd'hui devenir une figure de combat. Il y a donc différents types d'œuvres, soit des œuvres qui sont des projections fantasmées sur ce qu'étaient supposées être ces sorcières à partir du XVIe siècle, soit des œuvres créées plutôt par les femmes ou par des féministes, souvent des œuvres engagées, comme ici derrière moi, la vidéo de Martha Rosler. L'artiste se met elle-même en scène et dénonce l'image de la femme cantonnée à la cuisine. Une œuvre parlante car, souvent, la sorcière était cette femme qui sortait du rang. Ce sont des femmes qui étaient hors normes, qui avaient un savoir spécifique, qui luttaient contre le savoir ecclésiastique et le savoir médical, qui se professionnalisait de plus en plus. C'est toujours un choc de découvrir qu'on a pu tuer, brûler près de 60 000 femmes, parce que femmes d'une certaine manière. En effet, les mythes rejoignent la réalité des bûchers. En Belgique, nous avons eu aussi nos victimes, comme Josine van Beethoven, dont on a les traces de son procès ici. Elle a été appréhendée parce qu'il y aurait du lait qui aurait tourné et on n'aurait pas pu faire du beurre. Et elle aurait, dit-on, ensorcelé un cheval qui serait mort par après. Donc elle a été arrêtée. Elle a ensuite été condamnée au bûcher sur la Grand Place de Bruxelles en 1595. Une période révolue? Non, pour cette artiste colombienne. La chasse aux sorcières existe toujours. C'est ce qu'elle dénonce dans son œuvre Against Witch Washing. Sur d'autres territoires, on continue à tuer les gens qui sont porteurs de ces savoirs et de ces liens avec les territoires. Et voilà, donc ces projets essayent de replacer la mémoire de notre lien avec les plantes, comment on construit des savoirs avec elles et comment c'est encore un danger aujourd'hui. Aujourd'hui, les mouvements et l'art féministe retournent cette image de la sorcière pour en faire une figure de combat. Alors cette image de sorcière, ça pourchasse un peu la sorcière, l'hystérie, c'est des images qui restent très présentes, hein, Tito Lecoq. Oui, c'est des images. Alors, ce qui est intéressant, c'est la manière dont les mouvements féministes récemment les ont récupérées, voilà, pour se les réapproprier. C'est ce qu'on appelle retourner le stigmate et en faire une arme. Et il y a ce très beau slogan, nous sommes les filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées. Effectivement, je trouve ça magnifique. Ce qui est intéressant sur les sorcières, c'est ce qui a été dit, c'est que souvent on se dit c'est le Moyen-Âge, pas du tout, c'est la Renaissance. Et nous, la Renaissance, à l'école, on apprend, c'est la Renaissance, c'est merveilleux. Mais pour les femmes, non, c'est pas merveilleux. Elles sont tuées de manière massive
à ce moment-là, et spécifiquement les femmes qui sont seules, parce qu'une femme qui n'est pas sous la protection d'un homme est dangereuse. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de nos jours. La femme célibataire est toujours perçue comme un peu déviante, la femme qui n'a pas d'enfant également. On a encore ces stéréotypes en tête. Djemila Benhabib, c'est quelque chose que vous avez noté aussi, ça, ces problématiques de stéréotypes féminins un peu qui fait peur ou... Oui, tout à fait. Je veux dire, dès lors qu'une femme ne correspond pas au canon de la société dans laquelle elle vit, elle est forcément montrée du doigt. Elle est montrée du doigt parce qu'elle offre un autre modèle, elle offre un autre possible pour les autres femmes. Et la difficulté et la crainte, c'est que d'autres femmes puissent suivre la voie de ce modèle. Donc c'est en réalité deux modèles qui vont venir se mettre en concurrence et se mettre en rivalité. Donc d'où la volonté véritablement de trancher la tête à celles qui osent parler, à celles qui osent sortir, disons, des sentiers traditionnels et ainsi de suite. Mais moi, je dois dire que la condition des femmes aujourd'hui dans le monde, dans les pays musulmans en particulier, elle me préoccupe grandement parce qu'il y a une violence, et une violence terrible et physique à l'égard des femmes. Quand on parle des femmes qu'on assassine, quand on parle des femmes qu'on lapide, quand on parle des femmes qu'on efface de l'espace public, on est en plein dans cette problématique. On le voit encore une fois s'agissant de l'Afghanistan, à quel point le retour du régime des talibans a véritablement changé la donne pour les femmes. Donc cette problématique, je dois dire, elle est véritablement d'actualité. Alors je ne veux pas évacuer cette partie-là du débat, mais je voudrais qu'on revienne un peu sur l'aspect historique et surtout de cette visibilité des femmes. Alors vous dites, Titiou Lecoq, qu'il faut déviriliser l'histoire. Et que l'histoire, ce qu'on a appris dans les livres d'histoire, il y a toujours des hommes partout, à tout moment, et les femmes, on les cherche. Est-ce que ça s'améliore? Est-ce qu'il y a Parce qu'entre le moment où nous avons vu des livres d'histoire, le moment peut-être où Gloria a vu des livres d'histoire plus récemment, est-ce que ça évolue? Ou bien vous avez l'impression qu'on est aussi là, encore très très loin du compte? Non, on est très très loin du compte. Là où ça évolue, il y a un phénomène de décalage qui se fait entre la recherche universitaire, qui va très très vite. Et en vrai, l'histoire, c'est comme tous les autres domaines, c'est un domaine de recherche vivant. Donc on continue à faire énormément de découvertes. Et ces 10 dernières années, avec par exemple les analyses ADN, etc., on a fait des découvertes incroyables en histoire. Et notamment en histoire des femmes. Donc on a découvert des sépultures avec des armes dont on pensait que c'était des hommes parce qu'il y avait des armes. On a découvert que c'était des femmes. Enfin bon, il y a plein de choses qui sont en train de se passer dans le domaine de la recherche. Donc c'est vraiment un bouillonnement. Mais dans les institutions, à l'école, là, les programmes sont très, très en retard. Ça reste une histoire d'hommes qu'on nous raconte. Et ce que je vois en ce moment en faisant des rencontres, c'est que, par exemple, les élèves sont très en demande qu'on raconte l'histoire de la domination. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de rajouter un peu des femmes dans les livres d'histoire, ça serait de raconter exactement comment s'est construit l'idée du masculin et du féminin à travers les siècles dans nos civilisations. Regardons justement au niveau de l'histoire, quand on lit votre livre, parce qu'il y a une masse d'informations assez extraordinaires dans votre livre. Vous avez été chercher tous ces éléments des chercheurs universitaires et vous les vulgarisez dans le livre, donc ça, merci. On voit que c'est au moment du néolithique que commence le patriarcat, entre guillemets, et avant, apparemment, c'est plus équilibré. Comment est-ce qu'on sait ça ? Alors, on a plusieurs indices de ça. On sait qu'au néolithique, on sait qu'au paléolithique, à peu près toutes les tombes, toutes les sépultures se ressemblent. Et au néolithique, qui est le moment, en gros, où on se sédentarise, commence à cultiver, à domestiquer, on voit apparaître des tombes de riches et des tombes de pauvres. Donc, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie sociale qui se met en place dans les premières villes, qu'il n'y a pas au paléolithique. Donc on pense que de manière générale, les rapports humains étaient beaucoup plus égalitaires. Et concernant spécifiquement les femmes, au paléolithique, elles maîtrisent leur fécondité. Donc elles ont des grossesses, en gros, il y a 3-4 ans entre les naissances, quoi. Et on sait qu'elles pratiquent a priori ce qu'on appelle l'alloparentalité, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas seules à élever leurs enfants, que tout le clan y participe. Au néolithique... Donc c'est-à-dire en étant nomade, on fait moins d'enfants. On fait moins d'enfants, exactement. Et quand elles se sédentarisent, mais parce que aussi elles passent par l'allaitement, par le lait de vache, etc., qui se met en place à ce moment-là, elles font un enfant tous les ans. Et forcément, ça change leur statut. Rôle, ouais. Et il y a un autre élément qui apparaît, c'est dans l'art.
C'est-à-dire qu'au Paléolithique, il y a beaucoup en Europe de représentations de vulves, un peu partout, de déesses, etc. Au Néolithique, tout ça disparaît, on voit apparaître des représentations d'hommes en armes, de guerriers. Et donc là, on sait qu'il y a eu un changement culturel qui s'est fait. Donc on peut dire que c'est à ce moment-là qu'il y a le basculement. Mais ce n'est pas du jour au lendemain, bien sûr. Non. Et on ne sait pas franchement où exactement. Et alors, il y a aussi un point intéressant dans le livre, c'est de se dire que peut-être la grotte de Lascaux et les œuvres qu'on peut voir à la grotte de Lascaux, c'est peut-être l'œuvre d'une femme et pas spécialement d'un homme préhistorique. C'est là où ce qu'on a appris, nous, était faux. C'est-à-dire que les premiers préhistoriens au 19e siècle ont projeté la vision qu'ils avaient, eux, de leur société sur la préhistoire. Donc, ils se sont dit, chez nous, les femmes, elles sont à la maison, elles font rien. Donc, ça devait être pareil à la préhistoire, puisque c'est la nature. C'est comme ça. Et donc, ils ont projeté ça. Et en fait, on a hérité de ces stéréotypes. Et on a toujours pensé que Lascaux, c'était évidemment des hommes qui l'avaient peinte. Il n'y a aucune preuve de ça. On sait que les femmes étaient présentes dedans, parce qu'on a retrouvé leurs traces de pas. Il y a des traces de mains de femmes sur les parois. Et on ne peut pas dire plus. On ne sait pas si c'est des hommes et des femmes, des hommes ou des... On n'en sait rien. Alors, il y a un élément, à mon avis, vous ne serez pas d'accord toutes les deux. Vous dites qu'un bon moment de liberté, c'est le Moyen-Âge, et un moment un peu d'oppression qui commence, ce sont les Lumières. Je schématise, mais enfin, c'est ce que vous dites dans votre livre. Donc, expliquez-nous ça un petit peu, et on fera réagir Jamila Benhabib là-dessus. Oui, alors c'est aussi l'idée qu'au Moyen-Âge, les sociétés ne fonctionnent pas en Europe sur ce qu'on appelle le binarisme sexuel, à se dire il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Ce qui compte au Moyen-Âge, plus que le sexe, c'est le rang social. Et donc, voilà, il y a les aristocrates, il y a la noblesse, et puis il y a les roturiers. C'est vraiment ça qui structure la société. Et donc, les femmes nobles, elles peuvent diriger des armées, elles peuvent prendre des décisions politiques, elles ont un pouvoir aussi judiciaire, elles ont du pouvoir. Et ce qui va se passer après avec la Renaissance et dans la suite, et notamment à la Révolution, on va faire l'égalité entre toutes les femmes. Elles vont toutes perdre des droits. Donc les femmes nobles vont perdre les droits qu'elles avaient, et les femmes vont être complètement exclues de la citoyenneté, et l'égalité va se faire entre hommes d'un côté et entre femmes de l'autre. Jamila Benhabib, qu'est-ce que vous pensez de cette vision des Lumières, qui est quand même une vision un peu plus négative de ce qu'on dit d'habitude sur cette période-là? Moi, en tout cas, ce que je retiens des Lumières, c'est le chamboulement philosophique. Et ce qui me plaît, c'est ce concept de liberté qui va venir habiter et donner un souffle à l'humain, quel qu'il soit, de toute façon. C'est s'approprier une idée. Une idée, elle n'est pas faite pour un homme ou pour une femme. Une idée, c'est une idée qu'on émet de façon générale. Et c'est à celui qui se l'approprie d'appréhender cette idée, d'habiter cette idée, d'incarner cette idée. Et je pense que incarner l'idée de liberté, ce fondamental en fait de la vie, de la condition, de l'existence humaine, pour moi c'est capital. C'est parce que ce souffle-là de liberté m'habite que j'ai envie de défaire les injustices, que je m'indigne, que je me lève pour dénoncer un certain nombre d'injustices et ainsi de suite. Mais c'est autour de cette notion de liberté, je pense qu'il s'agit de construire un destin. Mais ces grands penseurs n'étaient pas très féministes. Non, pas du tout. Alors vraiment, à l'époque, eux, ils pensent pas à l'humain. Quand ils écrivent l'homme, ils veulent pas dire l'homme et la femme. Ils veulent dire l'homme, c'était évident. Voltaire, je mets un texte où voilà, il explique que les femmes ont des doigts fins, c'est pour faire de la couture, et des petites têtes, c'est vraiment pas pour lire des livres. Rousseau, on sait que voilà, la femme est l'esclave de l'homme. Je pense pas non plus qu'on puisse caricaturer Voltaire de cette façon-là. Il le dit exactement. Non, mais Voltaire, c'est aussi la personne qui a eu une grande romance avec Madame de Châtelet. C'est ça qui est fascinant. C'est la différence entre leur vie privée et les idées. C'est pour ça que je vous dis, comme on ne Rousseau. peut pas donc... comme Rousseau. Ne parlez pas tous en même temps. Oui, c'est-à-dire on ne peut pas caricaturer une personne en disant bon ben voilà, elle a produit tel texte, elle a écrit telle affaire et donc forcément elle ne pense que ça. Non, je pense que Voltaire est un personnage fascinant parce que contradictoire, fascinant parce que en effet il a écrit ces choses assez abominables par rapport aux femmes et en même temps il a incarné une relation d'avant-garde mais extraordinaire avec une mathématicienne qui
il a accepté d'être initié aux mathématiques par une femme. J'avais dit que vous ne seriez pas d'accord. Donc c'est pas rien, je veux dire. Oui, non, mais quand on parle des textes, dans les textes, vraiment, il n'y a pas d'ambiguïté. Je lui fais pas dire des choses qu'il n'a pas dites. Non, mais un personnage, c'est plus qu'un texte. Oui, moi, c'était les idées qui m'intéressaient plus que sa vie privée. Très bien. Alors, ça, c'est donc pour l'histoire. Donc, on a vu ces périodes un peu différentes. Vous l'avez bien expliqué. Il n'y a pas que l'histoire, il y a aussi la littérature. Et alors, en littérature, on apprend en lisant votre livre que le premier écrivain, c'est une autrice. Hein, la première personne qui dit « je » dans un texte, c'est une femme, et c'était il y a très très longtemps. Alors oui, parlez-nous d'elle un peu. Elle s'appelle Aînée de Anna, et ça, c'était vraiment une découverte en faisant les recherches, parce que je ne comprends pas que ce ne soit pas davantage connu. Donc, au début de l'écriture, les premiers textes qu'on a, c'est de la comptabilité et de l'administratif, déjà. Voilà, les deux sont là. Et le premier texte qui nous est parvenu, qui est écrit à la première personne, où une voix humaine nous parle, c'est un texte écrit par une femme, une prêtresse, qui s'appelait Aînée de Anna, et donc qui dirigeait, alors on est en Mésopotamie, vers moins 2400, dans ces eaux-là. Donc c'est l'Irak actuel, c'est la ville dure, et donc elle dirige la ville, et il y a un soulèvement politique, elle est destituée, et elle doit partir en exil. Et il nous reste, c'est vraiment des fragments d'une prière qu'elle fait, et en plus c'est à une déesse que c'est adressé. Et c'est magnifique, et je me dis, mais voilà, pourquoi est-ce qu'on ne le sait pas? Moi, je pensais que, je ne sais pas, à la limite, c'était Homère, enfin voilà, c'était forcément un homme qui nous avait parlé. Eh ben, non. C'est une femme. En plus d'avoir peut-être fait les dessins de la grotte de Lascaux, peut-être qu'en plus il y avait une écrivaine. Et alors, Pascal Vrébos, vous, il y a une écrivaine qui vous plaît beaucoup. Ah oui, c'est Christine de Pisan. Ouais. Mais moi, à l'Athénée, mon professeur, Mademoiselle de Taille, qui était une femme extraordinaire et féministe, elle nous a parlé de cette autrice. On l'a lu, et elle était pour ainsi dire absente. Elle était pour ainsi dire absente des anthologies. Donc, comme quoi, déjà dans les années 66... mais il y a une chose que j'aimerais aborder, parce qu'on a parlé d'histoire. Moi, il y a une chose, et j'aimerais votre avis là-dessus, qui m'a frappé dans l'inégalité homme-femme et tout ce dont on a parlé, la violence, c'est le mythe fondamental d'Ève et d'Adam, d'Adam et Ève, qui est quand même le mythe de toutes les religions monothéistes, donc vous imaginez, avec Ève qui vient, comme on sait, d'une partie d'Adam, et qui en plus, le serpent, tout ça. Et ça, je suis étonné qu'on n'en parle pas tellement. Or, je pense que dans l'inconscient collectif, et surtout des monothéismes qui ont été tragiques dans l'histoire et qui continuent à l'être dans certains pays, je pense que ça, il y a une influence énorme là-dessus, énorme. Oui, alors qui correspond aussi à une période historique, c'est moins vrai de nos jours. Il y a un moment où, en fait, au 19e siècle, la figure de la Vierge Marie commence à l'emporter. Et donc, on donne ce modèle. Et alors, c'est passionnant. En plus, ça, c'est en plus. Parce qu'on crée à ce moment-là le mythe de la jeune fille. Oui. Je raconte, il y a une historienne qui a fait sa thèse là-dessus. Et donc, le mythe de la virginité, etc., en prenant ce modèle de la Vierge Marie. Et qui va remplacer un peu l'histoire de Ève et Adam. Et on oublie un peu plus Ève à ce moment-là. Ève, elle est liée plus au Moyen-Âge, à l'époque où on pense que les femmes ont une pulsion sexuelle qu'elles sont incapables de contrôler. Ça, c'est très drôle parce que c'est l'inverse de ce qu'on a maintenant. Et donc, on se dit, les hommes se contrôlent, mais pas les femmes. Dans l'Antiquité, d'ailleurs, il y a des initiations de femmes un peu survoltées, justement. Les petites filles, on considère qu'elles sont très sauvages et qu'il faut les apprivoiser. Ouais. Et certains psychanalystes, comme Lacan, par exemple, explique la peur et la violence de l'homme par justement cette peur de l'insatisfaction totale. De l'appétit. Non, pas de la tentation. Alors là, c'est vu de... Non, c'est elles qui ont un utérus qui va leur faire dévorer des hommes. Qui dévorent, qui mangent. Voilà, elles ne sont pas tentatrices, elles sont dans la dévoration des hommes. La dévoration. Il y a aussi ce paradoxe aussi de la tentation, parce que le péché naît évidemment d'une attirance, et donc c'est elle la tentatrice, donc c'est finalement elle qui le fait glisser. Si elle n'existait pas, donc rien ne se serait passé. C'est la faute originelle. Absolument, cette faute elle incombe, à la femme. J'imagine que pour nous c'est mythique autour de la table, mais ne croyez pas ça. Hein. Oui, Gloria Mukolo, vous allez conclure sur ce point-là. Moi, je rejoins absolument ce que vient de dire M. Vrébos sur l'imaginaire collectif en lien avec la religion. Parce que quand on fréquente énormément de personnes catholiques, il y a souvent cette idée que tout vient de l'origine justement de la femme avec cette histoire d'Adam et Ève. Et donc, je pense réellement qu'il faudrait aussi déconstruire ce point-là et toucher la religion aussi.
Il n'y a pas que les catholiques. Hein. Moi, j'ai parlé de monothéisme. Hein. Monothéisme. Enfin, bon, chacun parle de ce qu'il connaît. Votre histoire, vous avez raison. Je pense que ça a une influence, à mon avis, beaucoup plus importante. Ça, c'est triché. Parce que Gloria Mukolo a dit que vous avez raison, Pascal Vrébos, et après, vous lui dites qu'elle a raison. Alors, je vous propose... Des générations différentes, d'accord, c'est merveilleux. Je vous propose une galerie de portraits de personnalités féminines qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir toutes les deux. Celle plutôt qui vous inspire en bien ou en mal. Et on commence par Djemila Benhabib. Je vous propose Clara Dupont-Mono, prix Femina pour son livre S'adapter, livre sur un handicapé vu par sa fratrie. Bénédicte Linard, ministre de la Jeunesse, qui estime qu'il ne faut pas vacciner tout le monde, surtout pas les jeunes. Alina Hutchins, directrice photo, malheureuse victime d'Alec Baldwin. Ou Mariam El Hamidine, une bourgmestre faisant fonction de forêt, sans le salaire qui correspond, puisque le bourgmestre malade de longue durée ne veut pas démissionner. Alors, qui choisissez-vous? Clara, Bénédicte, Alina ou Mariam? Je pense le prix... Femina. Oui, le prix Clara Femina. Dupont-Mono. Oui, c'est ça. En fait, l'histoire, je trouve l'histoire intrigante, en fait. Donc c'est l'histoire d'un handicapé dans une fratrie, et pour la première fois, on raconte la vie de la fratrie vue par les yeux de la fratrie. C'est pas les parents qui parlent, c'est pas l'handicapé. Donc effectivement, un très beau livre. Et vous, Titou Lecoq, je vous en propose 4 autres. Okay. Ah oui. Tout d'abord, Lotte Kopecky, que vous ne connaissez certainement pas, mais qui est la coureuse de l'année, championne du monde de course au point en cyclisme sur piste. Elisabeth de Belgique, future reine, 20 ans. C'est un piège. Elisabeth II d'Angleterre, reine actuelle qui réduit ses activités. Ou Christine Angot, prix Médicis pour son livre Un terrible voyage dans l'Est consacré aux abus commis par son père sur elle. Alors choisissez-vous Lotte, Elisabeth I, Elisabeth II ou Christine? Je vais choisir Christine Angot. J'ai lu son livre et c'est extrêmement dérangeant à lire. C'est incroyable. J'avais peur en l'ouvrant, en me disant wow, ça va être trop. Il ne faut pas avoir peur de ce livre, mais c'est vraiment perturbant. Et elle arrive à mettre des mots sur quelque chose qui est impossible à raconter. Là, la gageure littéraire est incroyable. Donc c'était vraiment un prix très mérité. Et elle a fait un discours de remerciement. Elle était au bord des larmes et c'était particulièrement émouvant. Alors toutes les deux, vous avez choisi une romancière. Très bien. Alors on dit autrice. Depuis quand est-ce qu'on dit autrice, Titou Lecoq? Et depuis le Moyen-Âge, alors on en trouve la trace dans les registres de la comédie française au XVIe, XVIIe siècle, parce que les femmes écrivaient déjà à l'époque. Et donc les dramaturges, elles touchaient des droits d'autrice. Et en fait, c'est comme ça qu'on a redécouvert ce mot. C'est quand on est allé chercher dans les registres et qu'on a découvert ça. Très bien, mais on a quand même supprimé le mot autrice à un moment donné. On a supprimé le mot autrice, on a supprimé les femmes qui étaient autrices. Donc c'est là où quand même la langue n'est pas innocente. Et on a par la suite inventé ce mot d'auteur-re quand on s'est dit au XXe siècle, au XIXe, ah ben ça y est, des femmes sont publiées, c'est nouveau, il faut inventer un nouveau mot. Mais c'était pas du tout nouveau, c'est juste qu'on les avait oubliés. Donc autrice, c'est comme actrice, quoi. Alors c'est la même racine, c'est auctore en latin qui fait auteur-autrice, acteur-actrice. Notre actrice ne disparaît pas, ça passe facile. Donc, vous êtes autrice aussi, Djemila Benhabib? Ah non, ne me dites pas ça, j'aime pas du tout ce mot-là. Et pourquoi? Je sais pas, je suis pas habituée, j'aime pas. Habituée à l'oreille. Oui, j'aime pas. Préférez écrivaine alors? Auteur avec un E, oui, peut-être. Oui, c'est ça. Voilà, mais donc il peut y avoir aussi deux mots. Bien sûr, comme on peut être acteur. Oui. Moins courant, ça. Il y a moins d'acteurs, mais ça serait la même chose. Alors je vous propose 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi, laquelle vous a énervé. Tout d'abord, Zemmour qui enlève sa cravate pour faire enlever le voile à son interlocutrice. L'extrême droite dans l'armée en Belgique, les révélations du patron du comité R. Le CST généralisé dans tout le pays. Bruxelles ne sera plus la seule à avoir ce Covid Safety Ticket. Deliveroo poursuivi par ses propres coursiers, faux salariés ou véritables exploités. Et l'abattage sans étourdissement à la bruxelloise, Bruxelles qui sera sans doute la seule région à ne pas l'interdire. Alors, Djemila Benhabib, vous d'abord, qu'est-ce que vous choisissez? De quoi qui m'a le plus énervé? Ou ravi, voilà, c'est à vous de choisir. Ah oui, ou ravi, d'accord. Enfin, bien que là-dedans, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui me ravit. Pourtant, il y a évidemment beaucoup de thématiques qui me parlent. Enfin, il faut en choisir une. Ouais, je vais peut-être choisir la thématique de l'extrême droite dans l'armée. En fait, les déclarations qui m'ont beaucoup interpellée. Voilà, et j'aimerais évidemment en savoir plus parce que
celui qui a, disons, émis de telles accusations, ce n'est pas n'importe qui. C'est le président du comité R, Serge Lipsic. Oui. Absolument, et donc ça jette un discrédit sur ceux qui sont censés nous protéger. Donc finalement, on arrive à se poser la question comme citoyen, mais est-on bien protégés? Que se passe-t-il dans les corps de police et d'armée dans ce pays? Peut-il comme ça faire des déclarations publiques et se retirer après? Donc a-t-il eu raison de le faire? Enfin, je ne sais pas, je me pose... Il faut en savoir plus. Oui, je me pose véritablement beaucoup de questions à la suite, évidemment, de cette saga absolument interminable qu'on a vécue il y a quelques semaines. Avec ce militaire, Jürgen Konitz. Évidemment. Alors, Titu Lecoq, que choisissez-vous d'autre comme information? Alors, moi, je vais faire un ça m'a ravi, parce que j'essaye d'être positive en ce moment. Donc, forcément, Deliveroo poursuivi en justice. Donc, on va attendre de voir la décision de justice. Mais on est quand même on est en train de créer un nouveau prolétariat, des espèces d'esclaves modernes. C'est absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'avant, les ouvriers devaient pointer le matin, le soir. Eux, ils sont suivis en permanence, quoi qu'ils fassent. Enfin... Ce principe de tracking des employés qui ne sont même pas salariés, qui ne cotisent pour rien. Enfin, bon. Donc voilà, je me dis, il est temps que les États, on a eu le même problème en France, s'en emparent et disent non, c'est pas possible. C'est de la fraude sociale et vous êtes en train de gagner de l'argent en esclavagisant des gens qui sont déjà dans une extrême précarité. J'aimerais à présent vous présenter quelques images d'une exposition assez étonnante qui a démarré jeudi à Ixelles. Ça s'appelle Look at Me, c'est rue Saint-Georges. Ce sont des photos de Nick Cuskin et des collages de Jean-Pierre Masseau-de-Rouge. C'est consacré au premier ballroom trans d'Harlem dans les années 80. Donc c'est des images assez rares. On commençait à parler à peine des trans. Maintenant, on en parle beaucoup plus, évidemment, des transsexuels. Et ça nous mène un peu au sujet que je voulais... traiter avec vous, que je voulais traiter avec vous, c'est le sujet des identités, et là de la transidentité. On a vu qu'il y a eu quelques petits problèmes entre féministes, femmes et parfois trans. Pour savoir, il y a des trans qui disent on doit participer aux mêmes manifestations que les femmes. Parfois on doit parler des êtres humains qui ont des utérus, il ne faut pas dire femmes. Enfin bon, il y a comme ça toute une discussion. Comment est-ce qu'on explique ces concurrences d'identité, Djemila Benhabib? Comment on les explique, je ne sais pas trop, mais moi je ne suis pas très à l'aise en fait dans ce débat parce que pour ma part, il y a des femmes et des hommes, c'est vraiment de façon générale, quoi. Donc où on met les trans alors? Oui, en fait, je comprends que c'est une partie de la population qui est extrêmement petite. Et donc, je ne peux pas m'imaginer qu'on rechamboule en réalité les paradigmes dont on est habitué en raison de l'existence d'une nouvelle petite minorité qui, en fait, pose de sérieux problèmes et des problèmes vraiment très concrets. Par exemple, dans une prison, quelle va être la place des trans? Est-ce que ça va être avec des femmes? Est-ce que ça va être avec des hommes? Concernant le sport, par exemple, on voit très bien les défis aussi que ça pose. Je veux dire, quand on a un transsexuel qui participe à une compétition, force est de constater que finalement, il n'est pas véritablement sur le même pied d'égalité que les femmes. Donc, je comprends qu'il faille évidemment se poser des questions sur cette nouvelle identité qui qui est aujourd'hui plus ou moins acceptée, mais de là à modifier l'ensemble de la structure, je me pose des questions finalement, parce que enlever cette histoire de monsieur, enlever cette histoire de madame, enlever cette histoire de femme et cette histoire d'homme, à mon avis, c'est un non-sens. Titu Lecoq, où est-ce qu'on place les trans dans ces questions-là entre hommes-femmes? À l'endroit où il et elle ont envie d'être placés. Enfin, en ce moment, on est sur une lutte beaucoup dans le féminisme contre les violences sexuelles. Les femmes trans sont les premières victimes de violences sexuelles. Elles ont toute leur place dans les défilés, dans les cortèges. Enfin, évidemment, la question ne se pose pas. Donc, quand on est face à
L'idée, c'est d'arriver à l'égalité, donc la position de départ de chacun n'est pas importante. Donc je pense qu'il y a vraiment des points d'accroche, et en plus, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est de montrer, en dehors de la biologie, à quel point ces genres sont socialement construits, et comment effectivement il y a une espèce de fluidité, on peut passer de l'un à l'autre. Je trouve que c'est des expériences qui sont très intéressantes, et même quand on n'est pas trans, qu'on est ce qu'on appelle cis, je trouve qu'intellectuellement ça nous fait réfléchir, ça peut poser des problèmes, mais justement je trouve ça assez stimulant. Ce qu'on parlait de déconstruction, et effectivement on s'interroge sur des choses en se disant mais oui, alors ça me paraissait évident, mais comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? Moi je trouve ça bien de se demander, est-ce qu'on pourrait faire société autrement? Gloria Moukolo, on a l'impression que chez les moins de 30 ans aujourd'hui, c'est assez naturel quand même de parler des trans, des non-binaires et d'autres. Ça rentre un peu plus dans les mœurs. En tout cas, on en parle plus facilement par rapport à ça. Mais encore une fois, on parle d'une minorité qui essaye de trouver une place dans la société. Et je pense qu'il faudrait les entendre et les inclure parce que, alors on peut parler de minorité aussi parfois de race, entre guillemets. On pourrait aussi se dire c'est une minorité et pourquoi est-ce que ces gens-là essayent de s'imposer, essayent de trouver leur place? J'ai l'impression que c'est toujours le même combat. À partir du moment où une partie de la société est mise de côté, il y a toujours cette envie de vouloir prendre la place. Et c'est bien, enfin, comme disait Madame Lecoq, c'est bien de pouvoir ouvrir le débat, se poser la question de comment inclure ces personnes trans, comment est-ce qu'ils peuvent être représentés et se sentir représentés au sein de tous ces mouvements. Mais Djemila Benhabib disait ça nous chamboule quand même, oui, ça chamboule. Ça. En fait, l'idée c'est pas de trouver une place. L'idée, c'est de déconstruire ce qui existe déjà. Et c'est ça véritablement le défi. Donc c'est pas donner une place. Évidemment qu'il faut donner une place, mais l'idée c'est faut-il donner toute la place et faut-il, au nom de cette minorité, reconfigurer en fait l'ensemble du schéma de pensée. Donc c'est ça le défi pour moi. Je trouve que l'exemple des prisons est un très bon exemple. Oui, parce que, tout à fait. est-ce qu'il faut créer des prisons spéciales pour les trans parce qu'on ne peut les mettre ni chez les hommes ni chez les femmes? Est-ce que ça a du sens? Oui, est-ce qu'il faut en finir avec la prison? Est-ce qu'il y a des alternatives? Non, mais c'est ça qui est génial, c'est que du coup, on peut se poser des questions. Mais interrogeons en fait le rôle de la prison. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire? C'est ça qui est intéressant, c'est que ça suscite le débat et que ça permet d'essayer de trouver des solutions, justement. Pascal Vrébol? En tout cas, moi, je sais que dans des prisons, par exemple, il y a des femmes qui sont très gênées, d'être en compagnie, d'un transsexuel ou qui sont pour elles, c'est insupportable. Et donc, il faut aussi pouvoir entendre ce malaise tout en se disant, oui, évidemment, il faut intégrer, mais qu'est-ce qu'on fait finalement de cette grande majorité des femmes qui ne se sentent pas très à l'aise ou qui souhaiteraient pouvoir vivre dans leur intimité? J'ai plus de 30 ans, mais j'ai toujours été pour la liberté de choix de la sexualité, qu'on foute la paix aux gens et qu'on les respecte. Et donc, c'est un choix. Un homme qui veut devenir une femme, il veut devenir une femme, pas comme ça, mais parce que c'est toute une évolution. Donc, il est femme et l'inverse. Et donc, il faut trouver comme on dit dans d'autres domaines, des accommodements raisonnables. Mais, pour moi, c'est vraiment un tout petit problème par rapport à tous les autres problèmes de haine, par rapport à tous les autres déviants, comme on disait jadis, avant 1980, parce que je vous rappelle quand même qu'avant 80, l'homosexualité était une maladie et qu'on essayait de les rééduquer. Il n'y a pas tellement longtemps de ça. Hein. Donc, je veux dire, il y a beaucoup d'autres problèmes, à mon avis, plus importants que de se demander si on doit mettre une toilette spéciale dans une école pour le trans 1 ou le trans 2. Voilà. On est femme, on est femme, on est homme, on est homme. Je crois que c'est la décision finale. Qu'est-ce qui est important compter et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que voilà, exact. Oui. Je sais pas, Titu Lecoq, je sais pas quel est votre avis sur ces identités diverses. Sortons maintenant de la problématique des trans, mais toutes ces identités qui se concurrencent parfois, qui s'entrechoquent. Parfois, on a l'impression que plus on est minoritaire, plus on essaie de se rassembler, de se ressembler contre d'autres. Est-ce qu'il y a une opposition entre l'égalité de tous sans faire de différence et l'égalité de tous en faisant des différences? Vers quoi on va? Parce que vous qui avez vu comment les femmes ont été effacées pendant toute l'histoire, est-ce que vous avez l'impression que
ça va mieux se passer dans les années à venir quand on voit les tensions identitaires qu'on connaît? Ce que je trouverais absolument terrible, ça serait, et le mouvement féministe en a été victime plusieurs fois, c'est les tensions entre groupes minoritaires, mais même pas en termes de nombre, entre groupes dominés, quoi. Et quand on commence à se tirer entre les pattes, entre nous, ça c'est vraiment terrible parce qu'on oublie qu'en fait, on œuvre à un but commun qui est une société plus égalitaire et plus inclusive et qu'il y a quelque chose qui nous rassemble profondément, qui est cette expérience de domination qui peut être très différente selon, effectivement, des critères sexuels, des critères de genre, enfin... Donc il y a quelque chose derrière politiquement à construire tous ensemble. Et voilà, il faut essayer de sortir des querelles de chapelle, ça c'est clair. Mais comment sortir de la querelle de chapelle entre intersectionnalité d'un côté, universalisme de l'autre, Djemila Benhabib? Est-ce qu'il y a moyen d'en sortir? Je ne sais pas s'il y a moyen d'en sortir en réalité. Moi, je ne vois pas cette diversité comme un danger. Je veux dire, le féminisme a toujours été porteur de plusieurs perspectives. Donc, il faut accepter aussi qu'au sein du féminisme, il puisse y avoir différents courants, il puisse y avoir différentes pensées intellectuelles. Je pense que c'est aussi ça qui fait vivre, je veux dire, le féminisme. Par ailleurs, pour moi, le féminisme, c'est d'abord et avant tout un humanisme. Le féminisme, c'est pas des doigts accusateurs à l'égard d'une partie de la population. Pour moi, le féminisme, c'est vraiment s'attaquer à un système, au système du patriarcat. Donc moi j'ai grandi, j'ai eu cette chance de grandir dans un pays où être femme n'était pas une sinécure, ce n'était pas donc c'était le combat, c'était le parcours du combattant. Vous avez grandi où? Moi j'ai grandi en Algérie, donc être femme dans l'espace public, écolière, collégienne, faire ses études dans une faculté de sciences avec les hommes, c'était pas très facile, mais disons que ça m'a ouvert les yeux sur différents possibles. Donc pour ma part, j'ai vu aussi de quelle façon des femmes participent à aliéner d'autres femmes. Donc pour moi, le féminisme, c'est pas les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Pour moi, le féminisme, c'est vraiment un humanisme, c'est vraiment une idée qui remanie l'humanité. Et c'est aussi l'affaire des hommes, le féminisme. Donc c'est finalement riche de cette expérience que je participe aujourd'hui à, disons, enrichir le champ du féminisme. Alors, Titu Lecoq, vous disiez, j'ai vu dans des interviews, vous disiez que le féminisme, c'est une expertise. C'est pas une militance en tant que telle. C'est pas seulement, parfois on me dit « Ah, mais comment est-ce qu'on peut être journaliste et féministe ?» Ça veut dire que vous êtes militante, donc vous n'êtes pas objective, donc forcément vos articles, il faut s'en méfier, ou pareil pour les historiennes qui travaillent sur ces sujets. Et que, j'essaye d'expliquer que... C'est une assignation. C'est pas, le féminisme, c'est pas juste une opinion comme ça, c'est aussi tout un héritage culturel. Donc il y a des concepts, il y a des ouvrages philosophiques, il y a de la sociologie, il y a des données chiffrées. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les féminicides, par exemple. Donc oui, c'est vraiment une expertise qui permet d'avoir, au contraire, une acuité plus importante sur certains domaines, sur certains sujets. Gloria Mukolo, comment vous voyez le féminisme d'aujourd'hui, vous ? Alors pour moi, je vais parler par exemple je me prends comme exemple, j'ai découvert l'afroféminisme parce que c'est un féminisme, je veux dire, dans un groupe général de féministes de manière générale comme on les présente, il y a des discriminations que par exemple une femme blanche ne va pas subir comme moi je pourrais le subir. Donc on peut s'entendre sur les oppressions en tant que femme, mais je n'ai absolument pas la même expérience, par exemple, en tant que femme noire. Et si, par exemple, je portais un voile, ce serait encore complètement différent. Et donc, je pense que c'est important de citer et de nommer toutes ces identités individuelles et de les comprendre pour pouvoir avancer ensemble et essayer de... Mais il y a moyen d'avancer ensemble ou bien il faut avancer chacune séparément? Non, je pense qu'il y a moyen si on se focalise aussi sur des choses qui... On a souvent tendance à voir ce qui nous... sépare plutôt que de regarder ce qui nous rassemble. Donc je pense qu'il y aura moyen d'avancer ensemble. On va laisser la parole à l'homme. Quelle est la question? Sur le féminisme. Comment vous le voyez? Il y a tant de choses à dire. Mais enfin,
moi, je pense qu'il y a des combats prioritaires. C'est ce que j'ai dit en début d'émission. Combat prioritaire, c'est l'égalité, une réelle égalité. Elle n'est pas là pour le moment, ni dans le privé, ni dans le public, ni dans les salaires, enfin voilà, etc. Ici, on parle même de la démocratie. Je ne parle même pas d'autres pays que vous avez cités, où c'est le cauchemar le plus absolu. Et là, on n'entend pas grand monde. Hein. Vous avez parlé des talibans. Là, on n'entend pas les féministes ici. Ah non. Avant, ici, non. Oui, En peut-être France, vous. beaucoup. Mais en tout cas, moi, j'ai pas France, entendu. beaucoup, et, J'ai pas entendu des féministes à la rue, etc. Non, pour d'autres choses, oui. Pour l'écriture inclusive, là, oui. Mais pour les talibans, Alors, non. Eh en bien, France, non, ça c'est très important de le dire. Oui. En France, c'est les mouvements D'accord. féministes qui ont géré justement le rapatriement d'une partie des femmes afghanes oui. et des militantes féministes Enfin, afghanes pour les faire venir oui. en France. On n'entend pas vraiment. Moi, j'ai même entendu parfois des discours qui disaient, mais enfin, il faut leur laisser leur autonomie, etc. Qui a dit ça? Oui, Moi, bon. je n'ai jamais entendu ça. Je ne ferai pas de dénonciation, mais non, je vois non, que vous mais- êtes aussi furieuse que moi et ça me réjouit. Mais donc, pour moi, les priorités, c'est ça, c'est la violence aussi. La violence, c'est ça la priorité, à Le mon droit à avis. la vie, en fait. Le droit à la vie. Alors, absolument. ici, on parle dans nos pays où c'est finalement l'herbe est fraîche par rapport à d'autres pays où c'est vraiment encore des monstruosités aujourd'hui en 2021. Et donc, j'ai l'impression que quand on parle de féminisme ici, c'est entre nous. Et qu'il y a toute une partie du D'accord, monde. mais on parle de ce qui se passe aussi à Oui, et qu'il y a Bruxelles, hein, toute c'est- une autre c'est- partie du monde où rien ne se passe, ou même au contraire, on rétropédale dans l'horreur. Mais je pense que, Pour terminer, que le féminisme, il est né avec cette ambition de changer la société, de changer le monde. Le féminisme dans lequel moi j'ai grandi, ça a été un magnifique mouvement internationaliste. C'est-à-dire que quand on reculait ici, c'est partout dans le monde qu'on reculait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on recule dans une partie du monde, c'est tous ensemble que nous reculons. Parce qu'il ne peut pas y avoir de progrès dans une partie du monde et un recul ailleurs. C'est la même chose pour le climat. Hein. Oui, tout à fait, Voilà, mais c'est des la des planète notions, est trop petite, oui. je veux dire. On va passer à nos coups de cœur à présent. Pascal, vous vouliez parler d'un livre très rapidement, s'il vous Oui, plaît. alors en 2 mots, c'est le pouvoir de la rhétorique. Alors bon, ça fait peur, on dit, la sémiologie, non. C'est une analyse extrêmement facile à lire d'extraits de discours, et je crois que aujourd'hui, par les temps qui courent, peut-être encore plus en France que chez nous, le fait d'essayer de voir ce qui se cache derrière les mots, le non-dit, l'interdit, le surdit, et les post-vérités qui finalement ne sont que des mensonges extrêmement bien écrits, c'est un livre vraiment que je conseille. C'est un livre de Clément Tout public. Viktorovitch. Et vous, Gloria, vous vouliez parler d'une exposition. Oui, donc c'est l'exposition Roots, donc qui veut dire racines en anglais, la traduction. Donc c'est une exposition qui explore les racines d'une artiste bruxelloise qui s'appelle Makoto. Elle est originaire du Maroc et elle explore un petit peu, elle fait ce retour à l'origine. C'est une femme passionnée de lettrage. Donc il y a beaucoup dans ces toiles, on va retrouver par exemple la calligraphie arabe avec beaucoup de couleurs et elle est très sensible à la condition de la femme. Donc on va voir des femmes libérées, des femmes puissantes et c'est une exposition qui... C'est à l'Espace Mag. Oui, c'est à Et alors, l'Espace elle a Mag. choisi son nom en fonction des mangas japonais. Oui. Donc c'est vraiment encore tout à C'est fait ça. un autre nom. Et moi, je voudrais vite vous dire un mot de Bright Brussels. Ce sont des illuminations artistiques brumeuses et sonores dans tout Bruxelles, dans le centre de Bruxelles. Alors prévoyez le parapluie parce qu'il pleut ce week-end et ne ratez pas le parc Léopold, près de la place Jourdan. C'est vraiment très très beau. Merci à tous et à toutes. On se retrouve la semaine prochaine avec l'émission 25 ans après, présentée par Pierre Baudot. Il interviewera Pietro Pizzuti. Au revoir, bon week-end.